de la herrería del jefe de la Casa Imperial, Su Alteza Imperial la Gran Duquesa María de Rusia. Es vicepresidente y juez de armas de la Asamblea de la Nobleza Rusa. Preside el Consejo de la Orden Imperial Rusa de Santa Ana, es secretario general de la Academia Internacional de Genealogía y vicepresidente de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, además de miembro de la Comisión Internacional para las Órdenes de Caballería. Y nos va a hablar de la nobleza musulmana en el Imperio de Rusia. Merci, chers amis, merci de cette invitation. Pour la troisième fois, j'ai le grand plaisir d'être présente ici chez nos amis espagnols avec les plus grands connaisseurs de l'histoire de la noblesse. C'est un grand honneur. Et aujourd'hui, je vais parler de la noblesse musulmane qui existait en Russie à cause de notre histoire assez riche. La Russie, aussi comme l'Espagne, devait lutter pour restituer son indépendance. L'Espagne, c'est la Reconquista, c'est la plus belle page de l'histoire de l'Église chrétienne en Europe. Et en Russie, c'est le juge tatar pendant 2 siècles et demi. Au milieu du XIIIe siècle, les principautés russes séparées et rivaux ont été subordonnés par les khans du maison de Genghis Khan et deviennent les vassaux de la Horde. Mais ce juge tatar était effectué per procura. Le grand-duc de Vladimir, dont la fonction n'était pas tout à fait héréditaire, le Khan choisit un des princes russes pour son représentant, était autorisé de ramasser les impôts et profiter de cette position pour s'enrichir aussi. Les princes de Moscou ont été rivaux des princes de Tver, ont cherché de la bienfaisance des Khans, mais en général, les Khans, malgré certains conflits militaires, ne s'engagent pas dans l'administration du pays. Et ils ne s'engagent pas aussi dans les choses religieuses. La Horde, premièrement, était païenne. Bien qu'il y avait même les chrétiens parmi les khans, les princes de la maison, mais seulement au commencement du XIVe siècle, le khan ouzbek avait introduit l'islam comme religion de la Horde. Certaines personnes qui ne voulaient pas l'accepter parmi les Mourzas tatars ont été obligés de quitter la Horde, mais il n'avait fait rien pour instituer cette religion aussi au terrain russe. Et l'Église orthodoxe profitait d'un grand privilège, même dans cette époque. Elle était libérée des impôts et grâce à cela, elle pouvait effectuer sa mission. C'est pourquoi la lutte contre les Tatars, ce n'était pas la lutte religieuse comme en Espagne. Il n'y avait pas le conflit entre les chrétiens et musulmans, bien que parfois on parlait de ça, mais aux côtés des princes de Moscou ont été aussi les Mourzas musulmans tatars. Et les princes de Moscou ont même créé une petite principauté tatar à son territoire, la principauté des Kassimov, cette petite ville existe jusqu'à ce moment, et c'est la ville où les princes de Moscou ont institué une branche de Chenghizide qui était subordonnée aux princes de Moscou, qui avait assisté dans les luttes contre les khans de Kazan. Après, on a installé dans cette ville comme les tsarevitch, les princes royaux, peut-être Kassimov, comme de la branche de Chenghizide de Sibérie. C'est-à-dire, même ce principauté musulman dans le cadre
de la Russie existait. Voilà la mosquée de Kassimov, où sont enterrés les camps de Kassimov. Mais naturellement, et les Murzas tatars ont participé dans les luttes des princes de Moscou contre les Tatars de Kazan, dans le prise de Kazan, mais aussi les Tatars subordonnés aux princes Rurikites ont été engagés. Et ces Tatars ont reçu la même position que les autres guerriers engagés dans l'armée des princes de Moscou. Ils ont, dans cette époque, il appartenait aussi, on peut dire, à la noblesse féodale de Russie. Ils possèdent des terres, ils possèdent des propriétés avec les serfs. D'habitude, ce n'était pas les serfs chrétiennes, mais il y avait aussi la population païenne, subordonnée à ces Murzas tatars, qui faisaient les mêmes choses que les autres serfs du pays. Et certaines familles les plus célèbres ont obtenu aussi la reconnaissance du titre princière, même dans les branches musulmanes. Et l'administration de cette époque, fin du VIe siècle, du XVIIe siècle, a été assez compliquée et certaines régions avec la population païenne ont été administrées par les princes tatars investis par les Tsars de Moscou. Leurs descendants ont profité de cette investiture et pour confirmer leur titre à l'Empire de Russie. Mais la situation se change au fin du XVIIe siècle. Le gouvernement russe voulait quand même certains Murzas tatars devient orthodoxe, car ce baptême nous donne la possibilité d'une grande carrière, de la possibilité d'avoir les serfs chrétiennes, pourquoi pas. Et en cette époque, la mission de l'Église orthodoxe parmi les païennes fait que la population ancienne païenne devient formellement l'orthodoxe. C'est-à-dire, le musulman possède les serfs orthodoxes, ce qui n'était pas bien vu du point de vue de l'Église et aussi du tsar de Moscou. Et on commence de les imposer aux Murzas tatars ou de changer la religion pour l'orthodoxe. Certaines familles ont profité de cette possibilité et aussi que certaines célèbres familles, comme on le donne, vous connaissez, probablement le prince Yusupov, beaucoup des autres qui sont d'origine tatare, les Ourousov, les autres familles qui appartiennent à l'aristocratie russe, les princes Tcherkassky et les autres. Mais beaucoup de personnes n'ont pas voulu de changer sa religion. Et à l'époque de Pierre le Grand, on a publié quelques décrets qui interdit définitivement aux musulmans de posséder les serfs chrétiennes. Après, on a fait un pas suivant, on a privé de la population des anciennes Murzas musulmans qui n'ont pas changé sa profession pour orthodoxe de posséder les terres. On a confisqué leurs propriétés et les a transformées pour les paysans. C'était une ancienne population féodale devient paysan. C'était quand même pas seulement pour les Murzas tatars. Aussi que la petite noblesse russe qui ne possédait pas de serfs était transformée à cette époque pour les paysans libres. C'est la même chose. À cause car avant le Pierre le Grand, l'armée russe était formée de ces nobles qui sont venus au service quand ils ont reçu les terres, ils devaient venir à la guerre. Mais on a créé l'armée moderne et on n'avait pas besoin de cette milice, on peut dire, milice. C'est pourquoi les personnes qui ont possédé les grandes propriétés ont conservé leur noblesse et certains les orthodoxes aussi, ont perdu le droit de noblesse. Cette situation assez difficile pour les musulmans d'origine noble, mais à priver ces privilèges,
été conservé jusqu'à le règne de l'impératrice Catherine II. Catherine II, qui était représentante d'une monarchie absolue, mais était quand même une dame qui avait une correspondance avec les encyclopédistes. Elle se présentait comme une personne qui n'a fait une distinction entre les religions de ces sujets, et avait une autre occasion qu'elle a imposé de faire quelque chose avec cette ancienne noblesse musulmane. Et c'est la Crimée. La Crimée, devenue indépendante formellement de la Turquie, devient définitivement une partie de l'Empire de Russie. Le dernier camp est abdiqué et la Crimée devient la province russe. Et les Mourzas tatars de la Crimée ont en général supporté ce changement car le camp Changuerie n'était pas populaire à cause de ces réformes. Mais l'impératrice voulait faire quelque chose pour ces Mourzas, pour confirmer leur position. Mais elle a pensé qu'il était juste aussi de restituer la situation des anciennes Mourzas. Il a ordonné en 1777, on a publié l'oukaz, le décret, qui donne la possibilité les descendants des anciennes Mourzas, qui ont été nobles avant cette réforme, de restituer leur position. Et au fin du XVIIIe siècle, il y avait des dizaines de familles, de grandes familles avec beaucoup de membres qui ont restitué leur position, même aussi certains avec les titres princiers. Bien que ces familles n'ont pas été restituées dans l'ancienne possession, c'est pourquoi, obtenu la noblesse, les restes ils ne sont pas riches et leur titre, bien qu'il ait été porté officiellement, ne donne pas un grand privilège. Mais quand même, ça a été fait. Pas tout le monde pouvait profiter de cette possibilité, car certains ont été si pauvres qu'ils ne pouvaient ramasser les documents qui confirment l'origine, mais formellement, la justice était restituée. Mais pas seulement les Tatars étant musulmans. Vous savez, vous avez la Russie avant la révolution 1916. Vous voyez, il y a ici les territoires peuplés par les musulmans. L'Asie centrale, où c'était plus la majorité, 90%. Les autres moins, mais aussi grand, presque 60%, c'est sous la Volga. Presque 50% aux certaines régions du Caucase, et comme ça. Et l'Empire se développe. L'Empire avait acquis les autres territoires. L'expansion au Caucase avait obligé aussi de faire quelque chose avec cette population. Mais on avait commencé de subordonner les terrains du Kazakhstan actuel. Certains khans des Kazakhs ont été proclamés sujets du tsar. Mais la situation juridique de cette population était pas précise, mais quand même on connaît très bien qu'il existe une population, ce que me rappelle la communication concernant l'Amérique latine. Quand l'ancienne cacique ou entre fonctionnaires traditionnels obtient quelques privilèges, mais pas absolument comparé à ceux de la noblesse. Notamment, la profession musulmane empêche naturellement au service militaire. Il y avait, par exemple, depuis le XVIIIe siècle, les troupes bashkirs qui ont participé aux guerres napoléoniennes. Voilà la cavalerie bashkir à Paris, par exemple. Oui, voilà.
Ils ont, mais en général, les Bashkirs, c'était la milice, c'est quelque chose que Granitschare en Autriche, une population qui gardait les frontières de l'Empire avec les autres nomades. Ils ont sa propre structure, mais les familles n'ont pas été si aristocratiques que les anciennes familles tatares, mais ils ont été engagés au service militaire. Et depuis l'époque de Pierre le Grand, les fonctions d'officiers dont la noblesse. Plus tard, c'était seulement le grade de colonel dont la noblesse héréditaire, mais à cette époque, au fin du XVIIIe siècle, au commencement du XIXe, seulement le lieutenant devient noble héréditaire. Et parmi ces Bashkirs, il y avait les personnes qui ont obtenu cette fonction dans le service militaire. La même situation existait au Caucase, où il y avait, à la Crimée, il y avait beaucoup par exemple, les Tatars de Crimée qui ont été reconnus comme les Mourzas, on faisait leur service dans la garde impériale, où on avait fait un escadron des Tatars de Crimée. Certaines personnes ont obtenu les fonctions des officiers. Voilà, c'est le milieu du XVIIIe siècle. Dans la même structure, dans la suite, dans le score de Sa Majesté, il y avait aussi l'escadron des Ingouches ou des autres peuples du Caucase. Dans ce service, les officiers obtiennent la noblesse par ses propres services. Bien que parmi ces officiers, il y avait beaucoup de représentants des anciennes familles du Caucase qui portent les titres princiers, même au service officiel. Ils ont titré prince dans ces documents militaires, mais leur titre princier n'était pas été reconnu officiellement. Ce n'était pas comparé au titre princier russe. Et la même chose existait au Caucase après l'annexion de l'actuel Azerbaïdjan. Ce territoire était subordonné au cheikh des Perses. Il y avait quelques petits États, principautés, les Khanates de Nakhichevan, de Tchéquie, de Bakou, et avec ses propres dynasties, qui ont été obligés de reconnaître le pouvoir russe. Certains ont été détrônés, certains ont conservé quelques positions. Parmi les khans de Nakhichevan, de Khan Nakhichevansk, avec son nom, il était le général des camps de l'empereur Nicolas II, un des plus fidèles décoré par beaucoup des ordres russes. Et voilà quelques images qui représentent ce temps azerbaïdjanien qui ont été au service russe. Mais, comme j'ai déjà dit, la population de ce terrain n'était pas tout à fait acquis dans le cadre de la noblesse russe. On a fait la liste de la population privilégiée avec les khans et les beks héréditaires. La fonction du bek était héréditaire, était au service militaire ou civil, il possédait les mêmes droits que les nobles russes. Mais on n'a pas formellement dit que les khans sont princes et les beks sont nobles. Non, c'était une catégorie comparée, mais la même situation existait chez les Kazakhs. Le Kazakh, chose amusante, il était à l'époque, il s'appelait Kirghiz, et ont conservé leur structure nomade avec les sultans qui étaient descendants d'anciens khans tchingizides. Il n'y avait pas de khans, mais les sultans ont été administrateurs de certains terrains. Il y avait le sultan normal et il y avait le sultan aîné, on peut dire, à lequel étaient subordonnés quelques petits sultans aux petits villages ou quelque chose comme ça. Et aussi ces sultans ont été engagés au service civil. Mais on n'a pas reconnu ces sultans comme nobles. Seulement,
la fonction de cette administration donnée au sultan, qui avait été sultan pendant 3 cadences, c'est-à-dire 3 fois pour 3 années. Après 9 ans, il pouvait obtenir la noblesse héréditaire. Mais naturellement, engagés au service militaire, ils profitent des mêmes privilèges et certains officiers de régime kazakh ont aussi obtenu la noblesse, mais pas par ses propres services, pas pour la reconnaissance de l'ancienne appartenance au noble État. Mais ce qui concerne les grades, j'ai déjà dit, mais comme vous avez parlé, aussi les décorations russes sont anoblissantes. Les décorations moins importantes, dont la noblesse personnelle, le plus important, la noblesse héréditaire. Et Nicolas Ier, dans les années 30 du XVIIIe siècle, avait créé le type spécial des décorations pour les musulmans. Vous voyez ici les ordres suprêmes de Saint-André et de Saint-Alexandre Nevski. La figure normale, c'est Saint-Alexandre Nevski, l'aigle blanc, Saint Georges, Saint Vladimir. Vous voyez, la figure normale, c'est monogramme de Saint Georges. Mais c'est le type pour les musulmans où les figures des saints ou les figures des saints sont remplacées par l'aigle bicéphale. Type spécial qui devait manifester une tolérance de l'Empire pour la profession musulmane. Et cela a été aussi pratiqué pour la décoration de Saint-Georges pour les soldats, qui n'étaient pas noblissants, mais c'était très prestigieux, c'était donné par la bravure. Mais pour les musulmans, on donnait les décorations avec l'aigle bicéphale. Et on dit que certains soldats de Caucase étaient mécontents et voulaient avoir celui avec le chevalier. Mais quand même, on les donnait ce type. C'est l'étoile de Saint Stanislas pour les musulmans. Oui, Saint Stanislas pour les musulmans, Saint Vladimir pour les musulmans. Et c'est l'ordre de Saint Nicolas institué en émigration d'après le projet de 1915, qui était considéré aussi aujourd'hui par le chef de la maison impériale aux personnes appartenant à la profession musulmane. Et voilà cet ordre accordé au président d'Ingushétie par la Grande-Duchesse Léonide, c'est l'ordre de Grand Croix de Saint-Nicolas du type musulman, car le général qui était président de cette république était et reste musulman. Nous avons entendu hier votre communication, Monsieur le Marquis, très intéressante concernant les armoiries comme la manifestation de la noblesse. Cela existe aussi chez la noblesse musulmane de l'Empire de Russie. Et naturellement, il y avait les grandes familles qui, devenues orthodoxes, ont confirmé leurs armoiries, par exemple, comme les princes Yusupov ou voilà, et les autres, mais aussi les branches musulmanes ont possédé ses propres armoiries. Je n'ai pas encore parlé d'un groupe très spécial de la noblesse musulmane de l'Empire de Russie, c'est les Tatars lituaniens. Et c'est un groupe existant depuis le XIVe siècle, le fin du XIVe siècle. Les premiers Tatars ont été installés par les grands-ducs de Russie en Lituanie, aux environs de leur capitale, pour la protéger contre les croisades allemands. Et ce sont les partisans du Khan Aboli Tokhtamysh qui étaient alliés du grand-duc Witold. Oui, j'ai fini déjà. Et ce groupe avait reçu les terres avec l'obligeance de servir au grand-duc et était intégré dans la population privilégiée du grand-duché de Lituanie. Ils ont perdu la langue turque, devient slave au milieu du XVIe siècle, mais ils ont conservé leur profession musulmane, jusqu'à ce moment notamment. Je m'occupe de ce groupe depuis des années, j'ai même publié un petit armorial
de cette noblesse tatar. Et leurs armoiries sont connues depuis longtemps. Certains de ces armoiries sont comme source ancienne Tamgar, c'est un emblème historique de cette famille. Certains, ce sont les armoiries très plus modernes ou prises à la mode polonaise. Mais pas seulement ils possèdent les armoiries depuis longtemps, mais aussi les familles tatares qui restent musulmans des autres régions possèdent les armoiries confirmées par les empires de Russie. Par exemple, ici, c'est les armoiries de Valikhanov, une famille kazakh dont le représentant, lieutenant de l'armée russe, était un grand écrivain kazakh, le plan de première. Il a reçu cette armoirie, vous voyez, avec l'emblème musulman et cette hermine qui signale son origine d'une famille des sultans, bien qu'il n'était pas titré en Russie. Une autre famille, seulement une famille kazakh avait reçu le titre princier en Russie, le prince Chingiz. Je ne sais pas pourquoi, mais il était au service de la garde impériale. Et une fois, l'empereur a décidé qu'un des Chingizides doit recevoir le titre. Il a obtenu ces armoiries avec les anciens tamgars de son famille, vraiment utilisés par la maison de Chingiz Khan, mais et les autres emblèmes qui signalent voilà, le chapeau traditionnel des Kazakhs, comme ça. Aussi au Caucase du Nord, les princes régnants de Tarki, les princes Tarkovsky, une de ces principautés du Caucase du Nord, avaient obtenu la reconnaissance du titre princier, mais seulement pour l'aîné dans la famille, c'est-à-dire la mode européenne. L'aîné était le prince Tarkovsky, et les armoiries ont été lui concédées, ils sont inscrits dans l'armorial général de l'Empire de Russie. Il y a les autres, dans les armoriales, aussi les autres armoiries. Par exemple, c'est la famille des Tatars lituaniens Khuramovich, le 20e volume de l'Empire de Russie. Aussi, dans l'armorial actuel, dont j'avais parlé, qui est continué, il y a beaucoup des armoiries des familles tatares. C'est-à-dire, malgré la profession musulmane, les familles de noble origine ont avait en Empire de Russie la possibilité d'un plein intégration dans l'état de noblesse. Bien que pas tous les descendants des familles nobles, à cause de quelques décisions locales, n'ont pas été tout à fait intégrés. Et aussi dans le cas de la session de la noblesse russe, ils deviennent nos membres comme les autres, comme les catholiques, comme les protestants. Et c'est très bien que, car c'est l'Empire, c'est le royaume peut être d'une religion, mais l'Empire d'habitude possède dans ce cadre les traditions tout à fait différentes. Merci, et j'ai le grand plaisir de donner pour la bibliothèque d'Algos, c'est le 23e volume de l'Algos, et mon armorial tatar, en polonais malheureusement, mais quand. Merci. Des questions? One question only because it's yeah. Une très intéressante exposition. Je me souviens que j'ai un très bel livre que vous m'avez donné sur l'héraldique des Tatars à l'occasion d'un rencontre que nous avons eu, un colloque à San Marino. Oui. C'est la deuxième édition. Oui, et que normalement, tous les circuits, ce sont très très simples, c'est-à-dire des adornes extérieurs pratiquement n'existent pas, et se souvient beaucoup à ces motifs géométriques de l'héraldique polonais.
Oui, c'est vrai. Les plus anciennes armoiries, aussi lituaniennes que tatars en Lituanie, sont très, très simples. Et ce sont les figures géométriques. Ils tirent son origine des tamgas. Comme vous avez aussi, par exemple, la famille Dovgalo tatar avait porté ce tamga et ils ont même présenté le document donné en Crimée par les Mourzas de cette maison, que c'était la tamga qui s'appelle Kayseri, c'est un tamga traditionnel. Les tamgas, c'est une sorte de signe héraldique qui n'était pas les armoiries, mais quand on peut comparer, comme les armoiries de famille. Et en Pologne, pourquoi ça pouvait être pratiqué? En Pologne, comme vous savez, il n'y a pas des armoiries d'une petite famille. Ce sont les armoiries de beaucoup de familles qui portent des noms différents, mais qui appartiennent à ce même clan, on peut dire. Et le système des tamgas est un peu parallèle. C'est pourquoi, oui. C'est vrai, mais certaines familles ont pris les armoiries polonaises plus compliquées avec les images, mais certains ici sont vraiment très simples. Merci. Une chose. Oui. Aujourd'hui, dans la société russe, le système prémial a une bonne visibilité ou aucun intérêt? Non, il y a les enthousiastes, il y a les critiques, il y a les personnes qu'on sont contre, il y a les personnes qui pensent qu'il n'est pas possible d'aujourd'hui d'avoir les privilèges, mais il y a en général la publicité est bonne. L'association de la noblesse fait ses activités, elle est sur la base de la légitimité, elle a la maison impériale comme son instance honorum, et ça donne la possibilité de développer cette tradition suivant les règles de l'Ancien Empire. Bien que naturellement, il y a les communistes, il y a les républicains qui sont contre tous les privilèges, mais aujourd'hui, nous avons parlé des privilèges de la noblesse. Aujourd'hui, il n'y a pas aucun privilège, ni formel, ni... mais quand même, il y a une appartenance à cette catégorie de la population avec des traditions, avec appartenant à une corporation historique. Bien, pues pasamos a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias.